Merci, 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 merci à vous tous. Merci de votre fidélité à cette émission. Ils ont quitté le pays très jeunes pour aller vivre à l'étranger. Ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants, ils ont même eu des petits-enfants. Aujourd'hui, ils se sentent obligés de revenir en RDC, y créer des emplois et faire quelque chose pour ce pays. Ils nous diront tout à l'heure pourquoi. Ils nous diront également si notre pays leur facilite la tâche ou plutôt les exaspère dans leur démarche par des tracasseries. Vous avez compris, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais parler de la diaspora. Donc, j'ai invité la diaspora congolaise dans sa grande diversité. J'ai également invité des experts qui connaissent bien cette diaspora pour en parler. Comme d'habitude, je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir accepter de les recevoir chez vous. Quel est l'apport de la diaspora dans le développement de la RDC? Comment pourriez-vous, vous qui nous regardez de l'étranger, réaliser vos rêves de faire quelque chose pour ce pays? J'ai invité plusieurs personnes avec des profils bien sûr différents. Je commence par un jeune homme qui m'a... Un jeune homme. Eguet, comment ça va? Alors je vais demander à ce qu'on vous donne le micro, qui n'est pas très loin. Il est juste à côté. Eguet Louis Mwenga, comment ça va? Ça va très bien, merci. On vous entend, ne vous inquiétez pas. Le micro est bien ouvert. Alors, vous vivez dans quel pays? Moi, je suis en France. Depuis combien d'années vivez-vous en France? Ça va faire 23 ans. 23 ans. 23 ans en France. Et vous aviez quel âge quand vous êtes parti? J'avais 26 ans, aujourd'hui, j'ai presque 48 ans. Alors, je suppose que vous êtes marié là-bas? Je suis marié, père de 3 enfants, avec une jolie femme, 3 beaux enfants. Et qu'est-ce que vous faites en France? En France, je suis chef d'entreprise. Oui. J'ai une entreprise dans le bâtiment, dans le peinture, carrelage, plomberie, et une entreprise de nettoyage à côté. Voilà, qui date de 7 ans. Oui. Alors tout se passe bien là-bas, parce que vous êtes chef d'entreprise. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre quelque chose pour ce pays? Tout se passe bien peut-être pour moi, mais pas pour les autres. Alors, quelle est la circonstance, quel est le motif qui vous a poussé, vous qui avez fondé votre famille en France, qui travaillez, à regarder vers notre pays, votre pays? Mon pays. En fait, est-ce que vous avez changé de nationalité? Non, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé parce que je suis fier, comme c'était dit, je suis fier d'être congolais. Oui. C'est-à-dire, tant que chef d'entreprise, moi j'ai reçu plusieurs amis qui sont venus du pays. Oui. En venant, ils m'ont donné tellement de titres. Parce que nous, quand on a quitté ici, on pensait y être là-bas pour continuer des études. En arrivant là-bas, on a eu des difficultés, des problèmes de papier, des problèmes d'identité. Et à la fin, moi, je n'ai pas souffert de tout ça. Je suis parti plus tôt et j'ai eu mes papiers plus tôt. Donc, je continue à vivre comme tout le monde. Mais le problème, c'est qu'ils viennent après nous. Ils ne défendaient pas le pays Congo. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, c'est pour la raison que je venais souvent au pays, voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en tant que je suis aussi artiste, comme j'avais dit à l'avance, je suis aussi artiste. Et je voyais dans ma commune à moi, Barumbu, que je suis fier aussi d'être casamarien, donc moi, à Barumbu. Alors, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que les gens qui viennent là-bas, les jeunes qui arrivent là-bas, souvent, quand ils viennent, on a une procédure à faire en France. C'est-à-dire, il faut faire un courrier, expliquer pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous souhaitez faire. C'est un peu triste de dire ça, parce que les gens, quand ils arrivent là-bas, ils vous donnent des titres. Je suis licencié, je suis gradué, mais ils n'arrivent même pas à faire un courrier. Et ça, ils n'arrivent même pas à faire un courrier. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Et ça fait mal. Et c'est pour la raison où je me suis dit, bon, je vais retourner quand même au pays voir qu'est-ce qu'il faut boucher. Parce que c'était une fuite d'eau, comme moi je disais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là? Et donc, vous avez remarqué qu'il y avait cette faiblesse dans l'éducation de nos compatriotes qui arrivaient là-bas. Voilà. Et qu'avez-vous fait? Voilà, c'est pour la raison que j'ai raisonné. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'avais écrit une chanson, parce qu'à part ça, je suis parolier. Hein. Je suis parolier, je suis artiste et parolier. J'ai écrit pour de grands artistes congolais. On peut en citer 2. Je peux dire même Koffi Olomide. Je suis partant dedans. J'ai travaillé avec Papa Wemba aussi. Ça suffit. Voilà. Alors, tant qu'artiste, je faisais aussi des spectacles pour des enfants dans la ville où moi je vis. Et
à chaque fois je fais des compétitions, je fais toujours l'entrée, les gens ramènent un livre. Au lieu de demander l'argent, moi je demande qu'un livre pour l'entrée. Et ces livres, tous ces livres que je réunis, je les ai amenés au Congo, à Barumbu, là où j'ai créé une bibliothèque dans la commune de Barumbu qui contient plus de 15 000 livres. Et j'ai envie aussi de l'amener plus loin, c'est-à-dire créer des bibliothèques dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Donc vous avez créé, grâce aux livres que vous avez pu trouver, oui. Avec bien sûr les événements que vous organisiez, oui. Une bibliothèque ici dans la commune de Barumbu. Dans la commune de Barumbu. Ça se trouve exactement où et comment ça s'appelle cette bibliothèque? Bon, comme le souhait de faire dans toutes les églises catholiques de la ville, donc là-bas on a la bibliothèque paroissiale Saint-Paul, mais initiée par l'association Coup de pouce. Voilà. Merci. Alors l'accès à la bibliothèque, elle est oui, vous pouvez applaudir, hein. N'hésitez pas. Oui, l'accès est gratuit ou est-ce qu'il y a un prix minimal à payer? Voilà, l'accès n'est pas gratuit parce que le livre, quand ça arrive ici, moi, je le paye aussi. Donc, ce que je fais pour que tout le monde puisse accéder facilement, je l'ai mis à 1500 francs, 1500 francs congolais. Pour pouvoir accéder à la bibliothèque. Pour combien de mois? Pour toute l'année. Pour toute l'année. Donc, si vous payez 1500 au mois de janvier, donc ça sera jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. Très bien. Alors, c'est vrai que nous avons fait un tour à Barumbu pour voir l'existence de cette bibliothèque. Mais ce qui nous a fasciné, le jour où on se déplaçait, vous aviez organisé sur place un concours de dictée. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, nous avons organisé un concours de dictée intercommunal donc, dans la commune de Barumbu parce que on avait constaté que les enfants, quand ils viennent, au lieu de lire, ils regardent des photos. Donc c'est ça qui faisait aussi mal. On a essayé de voir avec des amis. On a dit, pourquoi on n'organise pas un concours de dictée pendant toute la durée scolaire, c'est-à-dire du mois de septembre jusqu'à la fermeture de l'école, c'est-à-dire au mois de juin. Donc, ce qui a fait, pour 2013-2014, on a organisé un concours. Et les résultats, c'était les 26. Alors, la finale, c'était les 26 pour récupérer les 5 meilleurs élèves de la commune de Barumbu que l'association va prendre en charge. Donc, ils ont récupéré tout ce qui est objet classique, c'est-à-dire cahiers, stylos, tout ça, pour les aider de l'année prochaine. Et l'association va leur donner une enveloppe de $200 à chaque élève, donc ils sont 5, pour qu'ils puissent payer les premiers frais de scolarité de l'année prochaine. Voici donc les images qui accompagnent tout ce que vous venez de dire, parce que j'ai dit que nous y étions. Regardez. Il existe depuis 2011 en RDC l'épreuve de dictée nationale, mais il faudra désormais compter avec le concours de dictée intercommunale dans la commune de Barumbu. Une initiative de la diaspora congolaise réunie au sein de l'association Coup de pouce qui met en compétition les 10 meilleurs élèves de chacune de 32 écoles de la commune. Je remercie d'abord l'organisation Coup de pouce puisqu'on nous avait donné chance de s'exprimer par écrit. C'est ça que tout je voulais dire. C'est la paroisse Saint-Paul, dans la même commune, qui a abrité la première édition de l'épreuve qui s'est déroulée le 21 juin 2014. C'était facile, mais il y avait des mots qui étaient compliqués, mais j'ai quand même réussi. J'ai dû merci à mon directeur parce qu'il nous avait déjà préparé et on s'est bien préparé. Eguette Louis Mwenga, l'initiateur du projet, a rappelé aux candidats la vision du concours de dictée et leur a garanti sa pérennité. Tout le monde va chercher à être parmi les 5 meilleurs pour avoir la chance que les autres ont eu. Et peut-être l'année prochaine, ça sera encore plus mieux qu'aujourd'hui. Ne vous découragez pas, surtout. Il faut beaucoup lire, il faut lire, il faut apprendre la conjugaison. Le but, c'est pas gagner de prix. Le but de ce projet, c'est avoir quelque chose dans la tête qui va vous servir demain. Retour sur ce plateau où nous recevons la diaspora et nous parlons de leur apport dans le développement de notre pays. Léontine, une charmante Congolaise. Mafuta, comment ça va, Léontine?
Ça va très bien, merci. Vous êtes de la diaspora. Oui, On vous appelle aussi diaspora. bien sûr, parce Est-ce que ça vous énerve quand on vous appelle diaspora? Mais non, parce que j'aimerais bien expliquer quelque chose. C'est que beaucoup de gens croient que la diaspora, c'est seulement l'Europe. Oui. Moi, je viens de l'Afrique. Vous venez de l'Afrique. Je De viens quel du pays? Du Ghana. Du Ghana. Oui, Oui, donc la Ok. diaspora, c'est aussi l'Afrique. En Africaine. Afrique, et Oui. vous venez du Ghana. du Ghana. Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry. Mais beaucoup plus au Ghana, où j'ai passé 8 ans, et 2 ans en Côte d'Ivoire et 2 ans en Guinée-Conakry. En tant que femme d'affaires? Je suis partie d'abord pour des raisons familiales en Guinée. Et puis, je suis rentrée aussi un peu en Europe, parce que j'ai fait aussi l'Europe, où je suis restée là quand j'étais enfant jusqu'à un certain âge. Et puis, j'ai préféré aller après les événements de 97. Ok, je suis allée m'installer en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et j'ai travaillé là-bas. Vous faisiez quoi là-bas? J'étais dans la restauration. La restauration. Oui. Et puis, voilà, donc j'ai travaillé dans la restauration. Et puis, un jour, j'ai décidé de revenir. Pourquoi? Vous étiez maltraité là-bas? Pas du tout, au Vous avez contraire. le mal du pays? Au contraire, j'étais très bien installée au Ghana. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Et partant de là, j'ai appris beaucoup de choses que je me suis décidée. J'ai dit, je vais rentrer pour essayer de partager l'expérience que j'ai eue au Ghana et de l'amener ici au Congo. Donc, surtout dans le domaine de l'agriculture. Parce que maintenant, j'œuvre dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, dans la transformation agroalimentaire de nos produits des terroirs. Voilà. Donc, vous avez accumulé beaucoup d'expérience, notamment, vous dites en agriculture. Oui. Agroalimentaire, alors il faut expliquer Oui. à ceux qui nous écoutent ce que c'est que l'agroalimentaire, c'est quoi? En fait, la transformation agroalimentaire, c'est que nous prenons des produits qui Oui. sont cultivés chez nous et nous les transformons. En fait, notre idée, c'est quoi? C'est amener les Congolais à pouvoir consommer local. Quand j'entends vous parler de fierté ici, je me dis la fierté, c'est aussi consommer ce que nous faisons. Absolument. Et je me suis dit, partant de l'expérience que j'ai eue au Ghana, j'ai vu comment les Ghanéens étaient organisés. Ils consomment beaucoup plus ce qu'eux-mêmes ils produisent. Vraiment, ça, je vous dis que c'est une expérience merveilleuse. Ils ont des journées de fête comme des journées de poisson tilapia qu'eux-mêmes ils produisent chez eux, qui ne viennent pas d'ailleurs. Ils ont des journées de maïs qu'ils produisent chez eux. Ils ont des journées de fête d'ilinium qu'eux-mêmes ils produisent. Alors, c'est des fêtes entières, des fêtes nationales qui font qu'ils ont vraiment une fierté de consommer ce qu'ils sont en train de produire. Et ça les évite beaucoup de problèmes, et surtout dans les domaines de la santé. Et voilà, partant de tout ça, je me suis dit, il faut que je rentre, que je puisse donner ce que j'ai appris au Ghana, en Afrique de l'Ouest, et l'amener ici. Oui, parce que, bon, je veux bien, je n'ai rien contre un jus d'orange que j'achète dans le supermarché, mais bon, c'est pas produit ici, alors qu'on a plein d'oranges. Oui. Hein? Donc vous pourriez, vous, nous permettre d'avoir du jus de mangue, du jus d'orange, et Aujourd'hui- les safous, manger les safous tout au long de l'année. Exactement. Hein? Aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, grâce à la fondation dans laquelle nous évoluons, la fondation El Shaddai, dont le pasteur est ici, je crois qu'on va parler de ça aussi, nous sommes en train d'exposer à la FIKIN, mais bientôt on aura un espace chez le pasteur, donc dans notre fondation El Shaddai, où nous allons exposer tout ce qui est produit ici, des produits bio. Parce que nous voulons vraiment que les Congolais arrivent à consommer, à aimer ce qui se fait ici. Donc si vous venez aujourd'hui, vous aurez tout un tas de panoplies de jus, de fruits, de chutney, de confitures faites à base de nos produits des terroirs, même de produits, des produits qui sont venus de forêts, ok, des matongés que nous faisons dans des pots, c'est incroyable. Et Donc, ça, vous le faites? Oui, exactement. C'est fait ici? Oui, c'est fait ici. Alors votre entreprise, bon, on va pas me taxer, hein, on va pas me demander de payer. Ça s'appelle comment votre entreprise? Mon entreprise s'appelle Beloved. Beloved. Beloved, ça signifie bien-aimé. Et les produits que vous faites là sont vendus sous quelle enseigne? Il y a El Shaddai et puis Beloved. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez eu de difficultés à distribuer ces produits, à les mettre partout à la disposition des consommateurs? Oui, jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la grande difficulté, c'est d'abord parce qu'on a un problème de mentalité. Hein, la grande difficulté, c'est le problème de mentalité. Les Congolais n'arrivent pas à comprendre ce que nous faisons. Ça, c'est déjà un grand frein. Pourquoi vous dites problème de mentalité? Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre? Oui, On arrive à comprendre si- que vous mettez du jus. Si je vous amène aujourd'hui un jus, vous allez Oui. me dire comment est-ce qu'il est fait, dans quelles normes et tout ça là. Mais quand ça vient de l'Europe, vous n'allez pas poser la même question, ou bien quand ça vient de la Chine.
Oui, vous n'allez pas poser la même question, vous allez commencer à me poser des questions de A à Z pour comprendre comment est-ce que je fais ça, et puis ça sera des tics, ok? Donc vous voyez déjà, c'est un problème. Et puis la deuxième difficulté, nous n'avons pas d'emballage, nous n'avons pas d'usine d'emballage ici. Ici, oui. Oui, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés pour ça. C'est vrai que lorsque nous allons dans une fête de mariage, par exemple, excusez-moi, mais tout est importé, à part peut-être nos pondous, tout, même quand vous dites cure-dents, c'est importé. C'est quand même triste. C'est aberrant. C'est triste. Oui, c'est aberrant. Bah, écoutez, nous comptons sur cet apport de la diaspora, et sont nombreux dans la diaspora qui peuvent nous aider à avoir ces usines d'emballage. Est-ce que le gouvernement, on parle beaucoup du guichet unique, est-ce que vous avez été aidé à la mise en place, à la création de votre entreprise? Oui, dans ce sens-là, je pourrais dire que nous avons trouvé quand même... depuis notre arrivée, je trouve qu'on a quand même été aidés, parce qu'à l'époque, on nous parlait des NRC qui étaient très difficiles, donc les papiers de commerce qui étaient très chers. Mais quand nous sommes arrivés, avec des formations que nous avons eu à avoir, il fallait nous-mêmes d'abord nous mettre en avant, chercher les informations. Et nous avons eu de très bonnes informations. Nous avons eu des institutions qui nous ont vraiment aidés à pouvoir monter nos entreprises. Et le RCCM aujourd'hui, comme on l'appelle avec l'entrée dans l'OADA, a été une grande facilité. Ça nous a quand même, en tout cas pour le moment, le climat des affaires est en train de beaucoup changer. Et je crois que pour nous, la diaspora, c'est un grand moment et un bon moment. Merci beaucoup. On va le voir avec un reportage que j'ai consacré à ce que, on n'avait peut-être pas cité le nom, c'est ce qu'on appelle le guichet unique, qui facilite en tout cas les démarches de beaucoup d'investisseurs, vous de la diaspora qui venez, qui avez l'envie en tout cas de venir, et en 3 jours, vous pouvez absolument avoir les papiers qu'il vous faut pour exercer votre activité. Didier Nsilou Pembele est à côté de Léontine. Monsieur Didier, bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien, je vous remercie. Et je tenais à vous dire merci de votre invitation à votre émission Entre nous. Diaspora. Diaspora, effectivement. Vous êtes de la diaspora? Tout à fait. Vous êtes parti très jeune, je suppose? 25 ans en Europe. 25 ans. En Europe, vous avez sillonné tous les pays européens? J'ai fait la France et actuellement, je vis toujours en Suisse. Vous avez quitté la France pour la Suisse pour les problèmes des papiers? Non, pas du tout, pour problème de la fréquentation scolaire. Fréquentation scolaire. Tout à fait. En France, il n'y avait pas d'université? Si, tout à fait, il y en avait, mais comme je le faisais par correspondance, donc relations internationales, et entre deux, je devais travailler, donc je n'avais plus à assumer. Et puis, vu qu'il avait une facilité pour l'inscription en Suisse, et raison laquelle, en 93, j'avais trouvé ce débouché pour pouvoir aller étudier en Suisse. Vous avez étudié, vous avez travaillé en Suisse? Effectivement, j'ai étudié et travaillé en Suisse. J'ai travaillé d'abord pour Swissport. À l'époque, c'était Swissair à l'aéroport de Genève. Et puis après, jusqu'à présent, bien sûr que j'ai arrêté pour pouvoir venir investir ici chez moi au Congo, à l'administration cantonale des impôts. Donc, ma spécialité, la fiscalité. Donc vous êtes venu investir au Congo? Tout à fait. Femmes et enfants sont restés? Malheureusement, je dois le dire, je suis veuf, mes enfants sont restés quand même. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, vous êtes rentré en RDC, vous avez dit, pour investir, c'était en quelle année? C'est depuis 2010 que j'ai commencé à investir ici au Congo. 2010? 2010, ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez en 2010? Je me suis mis au départ dans le transport, des camions, effectivement. Mais comme... Transport, camion, c'est-à-dire c'est Bandundu, Bakongo? J'avais des camions et puis j'avais mis ça sur la route pour le transport de marchandises et puis des personnes et des biens, effectivement. Oui. Et je dois le dire, je ne dois pas le cacher, tout le monde le sait ici, que les personnels qu'on embauche ici sont un petit peu malhonnêtes. Et ce qui a fait qu'en 2011, j'avais arrêté pour bien réfléchir si je pouvais encore continuer à investir dans mon pays du Congo, tant aimé. Excusez-nous, le personnel, vous avez combien de camions? Votre flotte? J'ai eu. Vous aviez en 2010 combien? 5. 5 camions? Tout à fait. Et tous ont été volés par le personnel? Pas volés. Le personnel que j'avais embauché à l'époque, ils étaient tous malhonnêtes. Et puis, il y a eu tellement de problèmes d'état des routes ici. Et ce qui a fait que mes camions étaient plus en bon état. À chaque fois, il a fallu des réparations qui me coûtaient trop cher. Et j'étais contraint
d'arrêter cette affaire des camions. Ça aurait dû vous décourager. Oh, absolument, absolument. Mais et vous êtes retourné en Suisse? Je suis retourné effectivement en Suisse en 2011. Oui. Et puis en 2012, j'ai décidé, avec les conseils des amis, j'ai décidé d'investir, mais dans un autre domaine. Dans lequel? Dans l'agroalimentaire. Ah, comme Léontine. Voilà, agroalimentaire, des produits de première nécessité. Donc j'ai des chambres froides de 63 mètres cubes. Dont les produits, j'avais décidé, au lieu d'importer, j'achète sur place chez les fournisseurs. Comme ça, je suis là sur place, j'achète sur place, je vends sur place comme distributeur auprès de consommateurs. Voilà. Alors, nous avons fait un tour chez vous. Oui. Là, vous avez implanté votre chambre froide. À Badiadingi, oui. À Badiadingi. Et là, vous avez une cote de popularité énorme. Regardez. Et nous allons revenir ici pour continuer à parler avec nos témoins. Merci. Chambre froide DPN Management est l'un des 2 volets dans l'investissement de Didier Nsilou Pembele. L'autre volet étant la gestion d'entreprise. L'implantation de la chambre froide à Badiadingi dans la commune de Mongafula, commune éloignée de tout commerce, a véritablement soulagé la population dans l'approvisionnement agroalimentaire. Nzamba baksele mikolo kaka akonye ko vivre pour révolution de la modernité la banzela te tipe la mambo boye eza révolution déjà donc to uta musiko che carton la muto futi sous porteur mais awa nga bona chango la mutu la betika depa la commune ndako moteke te sengo vraiment nzamba sunga so ka baksele so musuna sewana to sepela makasi bana papa langa sala eloko oyo na sepela kutu minga sala su mususu pona zo apeta ba camarade mususu bazo sala te poto ngaje bango au chômage sala te ko sila mwa muke. Grâce à une stratégie rigoureuse dans la négociation avec ses fournisseurs, la chambre froide DPN Management garantit des prix compétitifs à ses clients. Retour sur ce plateau avec la diaspora. Vous avez vu ce que la population pense de Didier Nsilou. DPN marche plutôt bien. Vous savez, j'ai beaucoup regretté pourquoi je ne me suis pas mis dans l'agroalimentaire depuis 2010. Vous savez, même en Europe, c'est mes compatriotes qui sont là, ils le savent. Hein. On a des grandes... En France, par exemple, il y a Auchan, Monoprix, en Suisse, on a Coop, la Migros. Et pourtant, les gens ne crèvent pas de faim en Europe. Mais tous ces supermarchés sont inondés de personnes. Pourquoi? Pour manger. Cela veut dire, s'il faut répondre à votre question, DPN Management, les chambres froides DPN Management fonctionnent merveilleusement bien. On a beaucoup parlé français. J'aimerais qu'on parle un peu lingala, d'où ma décision de me rendre de l'autre côté du plateau pour découvrir un artiste. Oui, j'ai invité plusieurs artistes. Hein. Eguet, déjà, vous a dit qu'il était artiste, parolier, et il a contribué dans les albums de beaucoup de nos stars. Et celui que je reçois tout de suite n'en a pas fait moins non plus. Jolino. Bonjour Jolino. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Il y a mon défunt. Voilà. Le vieux mouké. Il y a mon défunt. Le vieux mouké, si vous voulez bien. Le vieux mouké. Au-tu dans la musique? Non. Musique, c'est à moi. Musique, c'est à l'angaïa. Mais le roi, tu es dans le cadre. Le thème, c'est apport de la diaspora dans l'économie RDC. Voilà, c'est vraiment intéressant. Opérateur économique. Alors, Yebisabiso, on investit ça dans Nini, à part musique, bien sûr. Osaka Nini. En Suisse ou bien? Ah ouais. Non, c'est un projet qui est maintenant en marche. On a investir plus dans le domaine du transport. Pourquoi dans les transports? Pourquoi dans le domaine du transport? Ce que je veux faire maintenant. Parce que moi, je fais 31 ans en Suisse, au moins 28 ans comme chauffeur camionneur. Mais j'ai cette fierté dans Suisse, je ne jamais camionneur, je toujours Ndoleman.
Mais c'est vrai, avec l'âge aussi, vraiment, j'ai lamenté toujours au bon Dieu, est-ce que je suis venu seulement pour faire servir la Suisse. Le moment est venu, je vais investir dans les transports parce que je maîtrise bien le trafic. En dehors, on a la musique pour musique. Jeunesse congolaise future, a besoin d'anga, comme j'ai encadré d'autres jeunes artistes au Lelo Bar s'émerger, ma patron. Je dois aussi encadrer d'autres jeunes, mais dans une bonne voie. Oui, tout cas, normalement, bien sûr, dans le transport, on lobby que au salle plus de 30 ans qu'on a. Oui. Au Bota, oui, aux Bakoko. Oui, marié, père de 3 enfants, et puis il y en a 3 cocos. Un grand-père. Un grand-père 3 fois. Ah, merci. Alors, est-ce que vous avez prévoir un peu sa formation à conduite, parce que conduire un camion, il n'y a pas assez. Bon, peut-être, j'envisage pas la moniteur. Hein. Cela ne m'empêche pas, parce que j'aime bien conduire. Mais par contre, apporter plus de conseils, ou bien être dans une commission de transport, de temps en temps, je serai aussi bénévole pour la mission. Il y a la police routière, pour parler sur faire des autocritiques, dans ma mauvaise conduite, il y a des chauffeurs. Pour Mingna Congo, c'est vrai, il y a des chauffeurs, hein, que des chauffeurs. Merci beaucoup. Alors, non, pour nous la complet, Ningo Abordaki Aspewana, Kosala Mikolo, ils ont préparé clip, il y a album. Non, on a préparé album. Oui. Titre Nangweza Jolino Remix. Pourquoi Jolino Remix? Oui. J'ai rené de nouveau. Oui. On va reprendre. Et puis, dans les œuvres de génération en génération, quand même, je dois féliciter le système à guichet unique. Ça bien, parce qu'avec le guichet unique, il faut éviter tout de gauche à droite aux registres de commerce, non, aux idées. C'est comme moi, je vais faire un bureautique. Bureautique digne de ce nom, hein. Bureautique moderne, bien quoi. Oui. Vous comprenez? Tu écoutes, il y a DG, il y a guichet unique, monsieur Iradi. Nous avons proposé à téléspectateurs, tout l'interview dans ça qui pas naïe. Il parle mieux que quiconque de l'importance de ce guichet unique. Écoutez-le. L'opérateur économique qui veut créer son entreprise dans notre pays, il n'a plus à contacter diverses administrations de l'État, divers services de l'État. Il n'a un seul service à pouvoir contacter, c'est le guichet unique de création d'entreprise. Et c'est dans ces seuls services-là que vont devoir s'accomplir toutes les formalités légales, administratives de création d'une entreprise. Et ce qui est très intéressant, ici à signaler, c'est la célérité avec laquelle tout cela va se dérouler. Puisque au niveau du guichet unique de création d'entreprise, et c'est le mandat qui a été donné au guichet unique de création d'entreprise, toutes les formalités de création d'entreprise doivent être accomplies dans un délai qui ne dépasse pas 3 jours. Donc tout cela se fait dans un délai qui ne dépasse pas 3 jours. Donc le maximum c'est 3 jours. Donc l'entreprise est désormais créée dans notre pays dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 jours. Mais avec la mise en place du guichet unique de création d'entreprise, le gouvernement, puisqu'il faut pouvoir assainir le climat d'investissement dans notre pays, le climat des affaires, rendre donc notre pays compétitif, le gouvernement a donc réduit sensiblement les coûts de création d'une entreprise et qui se chiffre donc aujourd'hui pour créer une entreprise. Il faut tout simplement, n'est-ce pas, dépenser l'équivalent franc congolais de 120 $. Si c'est une société, mais si c'est un établissement, l'opérateur économique n'a qu'à mettre la main dans sa poche pour dépenser l'équivalent franc congolais de 40 $. Retour sur ce plateau, après avoir entendu les explications brillantes de directeur de cette belle invention qu'est les guichets uniques. Je voulais qu'on écoute un autre témoignage de diaspora. Je vous appelle comme ça. Oui. Ne vous fâchez pas. Hein? Non, pas de souci. Vous vous appelez Ephrem Mbaki. Bonjour Ephrem. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Merci pour l'invitation. Je vous appelle Ephrem, mais je devrais vous appeler professeur. Oui, oui et non. Oui, parce que je suis enseignant, professeur à
à l'USIPA depuis quelques années et professeur, disons, s'il faut utiliser les termes académiques, je suis candidat à professeur à l'université de Kinshasa. Vous êtes de la diaspora, mais vous avez été formé ici dans ce pays. Oui, au départ, je suis mathématicien. J'ai étudié ici à l'université de Kinshasa. J'ai terminé en 93. Et puis, je travaillais comme assistant à l'ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées, où j'ai fait l'assistanat 2 ans. Mais parallèlement, comme j'aime bien l'enseignement, je donnais cours au niveau secondaire à l'école internationale du Zaïre à l'époque. Et à l'école Koubal à Matete, donc je combinais avec l'enseignement. Et puis, je suis parti en Belgique pour continuer mes études en informatique. Vous avez fait une maîtrise là-bas? Oui, j'ai fait d'abord une maîtrise à l'université. En fait, aujourd'hui, c'est l'université de Namur. Mais à l'époque, c'était les facultés Notre-Dame de la Paix de Namur, où j'ai fait une maîtrise en informatique et j'ai eu la chance d'être, je dis la chance parce que je distinguais, donc en fait, j'ai remplissais les conditions pour être retenu comme assistant et chercheur. Et donc là, j'ai travaillé comme chercheur pendant 3 ans et bon, je voulais un peu faire l'informatique, en fait, pratiquer l'informatique, donc j'ai démissionné de faculté. Oui. Pour aller travailler dans une boîte qui s'appelle Orfival, Organisation financière de valeur, où on utilise et les mathématiques et l'informatique pour des banques et des sociétés d'assurance. D'ailleurs, je suis toujours analyste programmeur dans cette boîte-là. Et après la maîtrise, donc disons que j'avais cette envie-là de pouvoir contribuer tant soit peu au développement de mon pays, de l'Afrique, s'il faut être général. Mais... Et là, j'ai eu la chance de travailler pour un projet qui s'appelle MIDA, Migration pour le développement de l'Afrique. Et donc, ils m'ont invité dans 2-3 pays africains pour pouvoir partager ma petite expérience. Seulement, il me manquait quelque chose. Donc, quand vous êtes à l'université, même malgré l'expérience, ça fait donc 18 ans que je vis en Belgique et ça fait 13 ans que je travaille comme analyste programmeur. Mais à l'université, vous n'avez pas le titre. Donc, ça me manquait un peu. Donc, je ne pouvais pas travailler comme professeur d'université. Et donc, malgré la charge familiale, malgré les charges professionnelles, je me suis investi depuis quelques années à terminer ma thèse de doctorat que j'ai obtenue donc en Polytechnique à l'Université catholique de Louvain. Bravo. Vous êtes docteur. Je suis docteur en sciences de l'ingénieur. Bravo. Mais depuis le début de cette année, je me suis dit, bon, le papa, je l'appelle papa. Papa et Kanda m'a donné cette impulsion. C'est à moi maintenant d'essayer de voler par mes propres ailes. Donc ici, j'ai essayé de postuler. En fait, j'ai postulé à l'université de Kinshasa comme professeur. Et là aussi, je dois reconnaître que les anciens, donc le professeur, m'ont accueilli à bras ouverts. Donc j'ai une charge horaire assez importante. J'étais ici en janvier et là je reviens pour terminer mes cours. Mais comme je ne suis pas là de manière permanente et j'ai une bonne expérience par rapport à l'utilisation de l'enseignement en ligne, donc je m'investis à innover. Donc j'ai 2 plateformes. Une plateforme pour l'ISIPA et une autre pour l'INIKIN où je donne cours à distance. Alors, je pense que tout le monde a compris, mais bon, je voulais qu'on insiste là-dessus. Campus virtuel. Oui. Vous l'avez créé, vous dites, il y en a à ISIPA et à l'UNIKIN. Comment on s'inscrit à votre campus virtuel? En fait, chaque étudiant reçoit un login et un mot de passe pour se connecter. Donc, par exemple, je donne cours, aujourd'hui, ce matin, j'avais cours à l'INIKIN, je donnais mon cours de langage pour système, et ce soir, je vais mettre des exercices via mon PC, je crée des exercices à l'attention des étudiants, et je leur donne une semaine. Dans d'autres, si il n'y avait pas de souci de connexion, je pouvais dire un jour. Mais là, je donne une semaine, et l'étudiant, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'horaire.
il peut se connecter à n'importe quelle heure, n'importe quel jour pour faire ces exercices-là. Est-ce que pour ce campus virtuel, on paye les frais séparément que ceux que les étudiants payent, par exemple, à l'ISIPA? Non, à part les supports, par exemple, à l'université de Kinshasa, à part les supports, il n'y a pas. Et au niveau de l'ISIPA, c'est aussi pareil. Donc, les étudiants se connectent et travaillent. Et ce qui est bien, ils passent même l'examen électronique. C'est peut-être là maintenant la difficulté, c'est que, contrairement à l'examen en présentiel, on sait que telle ou telle autre personne passe son examen. Mais en manière virtuelle, c'est difficile de contrôler. C'est là où je plaiderai pour que les institutions universitaires, en tout cas les autorités, puissent mettre des moyens en jeu pour que les étudiants profitent de ces systèmes qui est quand même efficace. Il y a, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, du peu que je sache au niveau de la littérature, il n'y a pas de contre-exemple concernant l'enseignement en ligne. Donc, le mieux serait que les étudiants disposent de ces campus virtuels partout. D'ailleurs, ceux qui auront la chance d'aller en Europe pour continuer les études, ils seront confrontés à cette réalité de toute manière. Et ce qui est encore possible, mais là, j'attends que ma candidature soit confirmée au niveau de l'université de Kinshasa, ce serait peut-être m'investir au niveau d'un campus virtuel où des collègues belges qui accepteraient de pouvoir enseigner, mais qui, pour des raisons de charge horaire, ne sauraient pas se déplacer pour donner cours au travers cet outil-là. Merci beaucoup, M. Ephraim Mbaki. Je vois comment vous contribuez à la modernisation de cet enseignement dans notre pays. Merci d'être rentré, enfin, même si vous êtes en Belgique de temps en temps, de continuer à concrétiser cette passion que vous avez de transmettre les connaissances acquises à la jeune génération. Je crois que c'est ça qui vous motive. Alors, j'ai invité deux experts aujourd'hui. Le premier est connu, vous l'avez certainement suivi la semaine passée, pour avoir écrit sur la fierté d'être congolais. Professeur Prince Kaumba, je le fonde. Bienvenue ici dans cette émission. Alors je rappelle, vous êtes directeur général, vous êtes directeur de cabinet, parce qu'il me prend. Je rappelle, vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur congolais. Alors, vous avez écouté plusieurs témoignages de nos compatriotes qui sont ou qui étaient à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est la manifestation qu'ils ont une connaissance suffisante de la valeur du Congolais? Je suis très heureux d'entendre tous ces témoignages. Ce sont des témoignages qui sont rendus par des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes, qui savent ce qu'elles valent et qui savent qu'elles ont quelque chose à apporter là d'où elles sont venues. Ce ne sont pas des gens qui sont partis du pays comme des vagabonds. Ce sont des gens qui avaient des projets bien clairs quand ils sont partis. Ils ont réalisé leurs projets et ils ont travaillé. Ils ont acquis de l'expérience et ils tiennent aujourd'hui à nous rapporter tout ce qu'ils ont accumulé, ce qu'ils ont apporté là où ils sont allés. Parce que nous pouvons dire que ces gens, ce sont des témoins de ce dont nous sommes capables. Là où ils sont allés, ils ont réalisé notre fierté. Nous pouvons aller là où ils ont travaillé à l'étranger. Qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse du Ghana, n'est-ce pas, qu'il s'agisse de la Suisse, qu'il s'agisse de la Suisse là-bas ou de la Belgique. Eh bien, là où ils ont travaillé, les personnes qui étaient en contact avec elles sont fières jusqu'à ce jour de leur travail, de leur apport là-bas. Pourquoi ces personnes ne pourraient-elles pas revenir ici et faire montre du même apport? Quand elles sont revenues, on voit maintenant ce dont elles sont capables. Ce n'étaient pas des vagabonds qui étaient partis en aventurier, non. Ce sont des gens qui avaient des projets et ces projets se sont réalisés. J'aimerais prendre quelque chose. Je peux prendre chacune des personnes par tel ou tel bout. Je commencerai par le professeur Mbaki pour des raisons bien claires. Mathématicien.
informaticien. Il est revenu en Afrique par le biais du MIDA, migration, n'est-ce pas, pour le développement en Afrique. Bien, professeur Mbaki, parmi ceux qui ont monté le MIDA, moi j'étais parmi ceux qui ont conçu le MIDA. Donc si vous avez bénéficié de cette expérience, je me suis investi avec M. Debouc, qui est aujourd'hui ici à l'OIM. Dans les années 2003-2004, nous avons défini le MIDA, Migration pour le développement en Afrique. Parce que dans ma vie d'ancien combattant, j'étais recteur d'université pendant 6 ans, et donc ça m'a permis de mettre sur pied ce programme. Attention, ancien combattant, ça peut vouloir dire ceux qui sont en Europe. Hein. Vous étiez combattant. Non, j'ai dit dans ma vie d'ancien combattant, oui, en tant que professeur d'université. Ah, d'accord. Mon ancienne vie. Eh bien, nous avons monté ce projet. Vous êtes mathématicien, vous devez sans doute avoir des collègues qui sont aujourd'hui à l'université de Lubumbashi comme mathématiciens. C'est moi qui les ai déménagés du département des mathématiques ici pour aller consolider les mathématiques à l'université de Lubumbashi. Vous organisez les cours en ligne. Le premier campus numérique qui a été installé dans la ville de Kinshasa, c'est au centre, au CEDESURC. J'étais administrateur du CEDESURC lorsqu'on a créé le premier campus numérique, qui n'existait pas encore à l'université de Kinshasa. Le deuxième campus numérique qui a organisé des cours en ligne avec l'Europe, dans le domaine de la médecine particulièrement, c'est moi qui l'ai ouvert à l'université de Lubumbashi. Donc il y a des projets que vous avez pu réaliser et pour lesquels vous pouvez trouver ici un support et des répondants. Et c'est tout à votre honneur. Ça nous rassure, nous, de savoir qu'il y a des jeunes gens compétents qui ont défendu les couleurs de notre pays et qui viennent ici dire ce qu'ils avaient fait là-bas. On les a appréciés là-bas et ici, nous les apprécions aussi de la même manière. Tous ceux qui nous suivent doivent savoir, s'ils vont à l'étranger et qui travaillent convenablement, eh bien, c'est le drapeau. Ils sont des porte-étendards, n'est-ce pas, de la fierté du Congolais. Vous savez, vous devez savoir, vous avez dit, ils sont appréciés là où ils vivent, ils veulent rentrer au pays. Regardez un autre exemple de docteur Marie-Jeanne Petit-Mbaki. Elle est dentiste. Vous savez, dans notre pays, malheureusement, aujourd'hui, quand vous avez mal à la dent, une seule solution, on vous arrache la dent. Docteur Petit apporte autre chose. Vous ne pouvez plus vous faire arracher aussi rapidement les dents. Regardez son expérience. Elle revient avec tout son savoir ici à Kinshasa, avec l'ouverture d'une prochaine clinique dentaire de la Gombe. Regardez. Docteur Marie-Jeanne Petit, chirurgien dentiste, vit depuis 22 ans en Belgique, où elle tient un cabinet dentaire qui marche plutôt bien, mais elle a décidé de rentrer au pays pour transmettre son savoir. Faut-il encourager les autres Congolais de la diaspora à vous emboîter le pas? Écoutez, moi j'ai aucune décision à prendre quant au choix de revenir au pays ou pas. Je pense que pour chacun il y a une saison. Moi c'était ma saison et je pense que j'ai saisi l'occasion. Je pense que pour le reste qui se trouve encore à l'étranger, que ce soit en Occident, aux États-Unis ou ailleurs, ils ont certainement leur saison, peut-être demain, après-demain, où ils sont en train de faire des démarches pour rentrer au pays. Mais voilà, donc je ne peux pas prendre de décision pour les autres, mais moi j'ai répondu à une invitation de la part du gouvernement pour venir contribuer à faire quelque chose par rapport à mon secteur. La route est longue, donc on démarre l'aventure et je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. La polyclinique dentaire de la Gombe, c'est le nom que portera l'entreprise du docteur Marie-Jeanne Petit et elle ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire. Retour sur ce plateau, on continue à parler de l'apport de la diaspora avec notre deuxième expert. Alors, il a pris vraiment patience, il a écouté tout le monde avec beaucoup d'attention. Monsieur Colin, comment ça va? Ça va très bien, merci. Mais vous êtes très patient, merci d'avoir attendu pour enfin nous livrer ce qui est très important. Vous êtes président d'une chambre de commerce qui s'appelle Chambre de commerce des chrétiens. J'avoue que je ne connaissais pas son existence. Elle sert à quoi? Qu'à monter les entreprises pour les chrétiens? Pas nécessairement. La Chambre de commerce chrétienne existe depuis 1985 et ça a commencé en Suède.
créé par un Suédois, M. Gunnar Olsson, et qui se retrouve ici au Congo depuis 1990. Et dans la Chambre de commerce chrétienne, on essaie de revenir sur les valeurs. Je crois qu'il y a notre ami qui a parlé de sa société de transport, pour laquelle il a fait faillite du fait du mauvais comportement. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons l'analyse à travers le monde, la grande déchéance, c'est la déchéance dans les valeurs et dans les vertus. Toutes les crises que nous avons aujourd'hui, regardons les scandales que nous avons, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de rejeter ce qu'on appelait les valeurs judéo-chrétiennes. Il n'y a que ça, il n'y a pas d'autre explication. Et à travers la Chambre de commerce chrétienne, on essaie de remettre les valeurs au centre du travail. Au centre du travail. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir une nation riche telle qu'on voit en Europe, avec toutes les faillites qu'il y a aujourd'hui. C'est pour cela la Chambre de commerce chrétienne essaie de revenir sur les anciennes valeurs. Amener les valeurs dans les affaires, les vertus. Aujourd'hui, nous nous plaignons des différentes crises à travers le monde. Nous avons le problème de l'endettement. Toutes les nations sont endettées et lourdement endettées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la théorie, entre guillemets, qui provenait par exemple de Keynes, que les nations ne peuvent jamais tomber en faillite. La preuve, aujourd'hui, toutes les nations sont en faillite. Donc la Chambre de commerce chrétienne essaie de remettre d'abord les valeurs à la place. Ce n'est pas un problème d'argent. Dans nos études, j'ai fait les sciences commerciales et financières. J'ai terminé à l'échec et je suis rentré. Mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Les premières vertus, pour réussir dans les affaires, il faut avoir des crédits. Et aujourd'hui, quel est le volume de dettes à travers le monde? Et pourquoi? Et quelquefois, ce que nous appelons les éléphants blancs, simplement parce que ce sont quelques individus qui veulent croire qu'ils peuvent trouver le bonheur en gagnant beaucoup d'argent au détriment des autres. Et faisons attention, donc la Chambre de commerce a seulement cette mission de ramener les valeurs sur la place du marché et surtout dans le domaine économique pour avoir un bon développement. Et en plus de cela, comme l'a dit Mme Léontine, à partir de ces valeurs, nous essayons de voir, nous nous sommes rendus compte depuis 1991 que environ à l'époque 40% de nos enfants n'étudiaient pas. Et c'est ainsi que nous avons mis en place la Fondation El Shaddai pour permettre à tous les enfants d'étudier gratuitement. Et depuis 1991, nous le faisons. Et maintenant, nous essayons d'associer cela avec l'agriculture, pour lequel nous sommes en partenariat avec plusieurs dames, Mme Léontine, entre autres, pour lequel aujourd'hui, nous avons pu faire environ près de 10 hectares et qui vont permettre pratiquement à certains enfants de bénéficier de la scolarité gratuite. Le fruit de ce que vous faites en agriculture vous permet donc de financer la scolarité de ces enfants-là. C'est ce que nous comptons vraiment atteindre comme objectif. Parce qu'on ne peut pas aller dans un développement. J'ai suivi dernièrement sur la télévision, on parle d'environ 5 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Ça, c'est une bombe. Et nous devons tous nous y impliquer. Aussi bien les églises, les communautés, les associations. J'apprécie l'initiative de notre frère qui vient de France. Il faut qu'on pousse les jeunes à étudier. Nous devons les mettre au travail. Et n'oublions pas que nous avons été colonisés par les Belges. Quelle a été la mentalité des pays gréco-latins? C'est la mentalité du paternalisme, du papa. Et c'est ce qui se passe chez nous, c'est que à chaque niveau, on cherche un papa. Vous allez dans un village, on vous dit « Papa Yenzalesili » parce que les gens estiment qu'ils ne peuvent pas travailler. J'ai été dans une institution universitaire de la place, j'ai trouvé les étudiants et pendant 10 minutes dans leur cafétéria, ils ont consommé l'équivalent de $20 en boisson. Et je leur ai dit, avec $20, vous pouvez acheter des semences, rien que de papayers. Je ne prends que des papayers. Après 6 mois, si vous avez planté 100 papayers, après 6 mois, vous avez 100 papayers qui produisent au moins 40 papayes par production, qui vous font 4000 papayes, multiplié par $1, ça fait $4000. Et vous n'avez même pas besoin d'attendre que vos parents puissent vous payer le Minerval. Alors qu'il y a l'herbe tout autour. Oui. Donc,
Notre objectif, c'est amener ce genre de leadership, changer le leadership surtout à partir des écoles, même primaires. L'enfant doit commencer à avoir le sens de la créativité, le sens d'initiative, et c'est possible. Mais malheureusement, je suis désolé de le dire, parce que je circule quelquefois dans certaines écoles, personne n'a envie que les gens prennent le sens d'initiative, que les gens qu'ils puissent se prendre en charge. On tue cette forme d'initiative. Et dommage, et je crois que si nous voulons un développement, le pays est tellement vaste, c'est anormal, comme l'a dit Mme Léontine, qu'on puisse prendre certains produits importés qui sont toxiques. Je prends simplement, on mange le croupion de dinde. Qu'est-ce qu'il y a dans le croupion? Ça mène toutes sortes de maladies. Croupion de dinde, je ne sais pas, tout le monde a compris. Hein. Bah, ok. Moi, je veux dire ce que vous appelez ma founi, ma dindon. Voilà. C'est ça. Okay. Alors, il y a... Enfin, c'est comme ça que vous l'appelez. Donc... c'est ça, croupion de dinde. Donc, si on doit parler de développement, je crois que dans le niveau académique ou dans les niveaux scolaires, on doit mener un nouveau type de leadership. Okay? Permettre aux enfants, dès le bas âge, à pouvoir créer. C'est surtout ça, créer, et c'est ce qui permettra un bon développement. Et c'est vrai, j'encourage tous ceux qui sont en train de revenir, même ceux qui sont encore en train d'hésiter de revenir, j'aimerais simplement leur dire qu'ils puissent revenir parce que la situation en Europe s'est terminée. Oui. C'est terminé. Avec la crise, ils ne pourront plus tenir. Donc d'ici 1 année ou 2 ans, je crois que d'autres reviendront ici en lambeaux. Donc il est temps, ici, il y a encore de la terre, il y a de la place, que les gens viennent pour travailler. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation, professeur? Oui. Vous savez, généralement, la communauté n'a pas l'habitude de dialoguer avec un philosophe. Oui. Hein, tel que je parle, hein, moi je suis un philosophe. Oui. Lorsque j'ai réagi devant les choses que vous dites, prenons le cas de mon frère Jolino. Il fait la musique et puis il devient chauffeur. Il considère la musique simplement comme un hobby. Mais en philosophie, nous enseignons ceci. Une vie sans musique, c'est une erreur. La vie sans la musique, c'est une erreur. La musique ponctue toutes les étapes de notre vie. À la naissance, c'est la musique qui accompagne la naissance. Nous grandissons, la maman nous exécute des chansons, n'est-ce pas, pour nous apprendre à parler, pour nous endormir, tout ça, pour nous bercer. Vous n'allez pas vous marier sans la musique. Et quand vous mourrez, c'est la musique qui vous accompagne. Sans la musique, la vie est une erreur. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Alors, un autre exemple, regardez, quelqu'un qui a tout abandonné, pour revenir à ses origines, pour créer une entreprise qui marche aujourd'hui. Il est dans l'entretien des véhicules et il a amené une certaine innovation. Aujourd'hui, lorsque vous avez un pneu crevé, oh, c'est pas la peine de... Enfin, si c'était un pneu qu'on vous appelait, on appelle tibélaise. Il existe une technique répandue en Europe pour qu'en 2-3 secondes, on vous répare le pneu. Regardez, c'est grâce à ce Congolais de la diaspora et qui est installé à Bandal. Dans les soucis de contribuer à la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Mbakani Masenga José alias Korpa a mis la main dans la pâte en s'investissant dans les domaines de l'automobile. Avant la photo, en Suisse, en Genève, depuis Naya, ça fait moins, on a salé ça fait moins 10 ans. On a salé on a salé en Genève, et puis na Kenda, ça fait au moins 22 ans, quelque chose comme ça. On a salé on a 12 ans en Genève, il y a une initiative, et on a salé on a Kinawa. Motivé, ces natifs de la commune d'Ngiringiri parlent des raisons qui lui ont poussé à mettre sur pied son entreprise qui porte son sobriquet Pneu Korpa. Ça nous a pris 2 heures de temps, Piné à 13 pouces. Et pourtant, Piné, on a un poteau, la minute, on a bon ici, Mundela Kei, quoi. Bon, et on a venu. Et pour ça, il y a un peu moderne, la rapide, la machine, en bon patriote, Bakani Masenga José a dit quelques mots pour les Congolais qui résident à l'étranger. Ça ne vaut rien du tout. Donc,
bonga ok kuna uzi musala ou ekul musala uzi mayele wana wala s'appelle ba congolais ba tika na Kinshasa au bazana moyen bouger te. Un Congolais modèle est celui qui aime son pays et s'efforce de bien le servir. Retour sur ce plateau, merci beaucoup en tout cas à mes experts d'avoir enrichi ce débat. C'est vrai que j'ai à côté de moi, il est assis à côté de moi, il n'a pas beaucoup parlé, simplement il a un micro déjà en main. Il demandait la parole depuis longtemps. Il n'a pas beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'on a fait l'émission ensemble. Enfin, on a entendu parler Monsieur Eguet, qui est dans la même association que vous, François, c'est ça. Juste parce que c'est vous qui avez les explications, les détails de cette dictée. On a parlé de cette dictée, on a une dictée nationale, mais votre dictée est appelée à continuer. La première édition est passée. Est-ce que la deuxième édition, on va toujours concerner les enfants de Barumbu? On va rester à Barumbu? Oui, on reste d'abord à Barumbu, mais notre dictée ne doit pas être prise comme toute autre dictée. Nous, à travers cette dictée, nous voulons que les élèves de Barumbu puissent connaître d'où ils viennent, comme on vient de le dire ici. Nous sommes la première commune d'où est sorti les commis des bureaux de première force. Ils sont sortis de l'école Saint-Joseph. La commune de Barumbu commençait juste après la gare centrale. Donc, ces élèves doivent connaître d'où ils viennent. À travers notre dictée, nous sommes en train de créer l'émulation au sein des élèves, du corps enseignant et des écoles. Nous voulons que dans 2, 3, 4, 5 ans, dans cette ville, si on dit qu'un élève étudie dans la commune de Barumbu, ça doit être un élève de référence. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Hein. Voilà. Au vu des résultats, la première dictée, il y a beaucoup Oui, d'efforts. ça a été dur. Le constat a été dur à constater. Catastrophique même. Mais les directeurs nous promettent que l'année prochaine, ils vont faire mieux. On suivra parce que il n'y a eu aucun enfant, 4e, 5e, qui n'a fait 0 faute. Hein. Il y a toujours eu 5 ou 6 fautes. Un texte, c'est très simple. Hein. Écoutez, c'est à nous tous de mettre en tout cas la main dans la pâte pour améliorer le niveau de l'éducation de nos enfants. Et vous avez raison de commencer à cet âge-là. Si nous voulons changer les choses, c'est avec ces jeunes-là qu'il faut absolument travailler. C'est mon avis. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été fidèles à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro d'Entre nous. Merci. Au revoir.